Bonsoir, je suis Liliane Michalik, je suis professeure à la faculté de biologie et de médecine et aussi vice-directrice de l'école de biologie. Et comme l'a dit Madame la vice-doyenne, j'ai le grand plaisir de présenter notre conférencière de ce soir, la professeure Anna Sapfo-Malaspinas. Alors Anna Sapfo-Malaspinas a étudié à l'Université de Genève, où elle a acquis une formation pluridisciplinaire avec 2 masters, un premier master en biologie et ensuite un master en mathématiques et en physique. Elle est ensuite partie aux États-Unis. Elle est allée étudier à la prestigieuse université de Berkeley, en Californie. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est spécialisée dans l'étude des génomes à l'aide d'outils bioinformatiques. Et c'est là aussi qu'elle a obtenu son doctorat en 2011. Elle a ensuite fait un séjour postdoctoral au Centre de géogénétique, Musée d'histoire naturelle du Danemark. Et puis de retour en Suisse, elle a été nommée professeure assistante au département de biologie computationnelle de la faculté de biologie et de médecine en 2017. Alors Anna Sapfo-Malaspinas, elle va vous le raconter dans un tout petit moment, s'intéresse à l'ADN ancien, très ancien, c'est-à-dire de l'ADN qui est prélevé sur des espèces éteintes ou des organismes qui sont morts depuis très longtemps, comme par exemple les momies de l'île de Pâques ou des momies des Andes. Elle combine des nouvelles théories de l'évolution avec les mathématiques, les statistiques et des outils de biologie computationnelle très innovants pour mieux comprendre comment les humains ont colonisé le monde. Ses compétences sont reconnues au niveau international. Ça lui a par exemple donné l'occasion d'obtenir un financement très compétitif et prestigieux de la part de l'Union européenne. Et elle publie très régulièrement ses travaux dans les meilleurs journaux scientifiques comme Science ou Nature, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle participe aussi à la formation des jeunes biologistes, notamment au niveau du master et au niveau du doctorat. Elle a aussi très à cœur de porter sa passion pour l'étude des génomes au-delà des portes de l'université. Elle a notamment récemment été une pièce maîtresse dans un projet très original qui alliait la science, la muséographie et le théâtre, puisque ces travaux ont été adaptés sous forme d'une pièce de théâtre qui s'appelait Génome Odyssée et qui a touché 1 millier d'enfants et leurs familles dans le cadre du musée ethnographique de Genève. Alors cette pièce a non seulement fait connaître ses travaux au grand public, mais a aussi sensibilisé le public à la condition des aborigènes d'Australie et a aussi sensibilisé le public aux biais de genre dans la science et a montré à ses enfants qu'un scientifique, ça n'est pas forcément un vieux monsieur en blouse blanche et barbu. Voilà, la qualité de ce projet lui a permis de s'exporter au Musée de l'Homme à Paris et lui a aussi permis de recevoir le prix de la communication de la part de notre faculté. Alors Anna, au nom de l'école de biologie et de nos diplômés, je te remercie d'être avec nous ce soir et je t'invite à prendre la parole. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. Je regardais en arrière comme ça parce que je cherchais mes slides. Donc, vous allez vite comprendre que je n'ai pas du tout l'habitude de parler devant tout ce monde. Voilà. La pièce de théâtre, c'était trop cool parce qu'il y avait une actrice et ce n'était pas moi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment... je remercie tout le monde pour l'invitation. Je remercie Liliane pour cette introduction super. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous raconter pendant 15 minutes, parler un peu de la recherche qu'on fait dans mon groupe de recherche aujourd'hui, et en fait de vous parler de l'histoire de l'humanité, et qu'est-ce qu'on a appris avec l'ADN et la génétique, plus généralement. Donc voilà, mon groupe de recherche s'interroge, ou plutôt, toutes nos recherches et nos études concernent cette même question, quand et comment les hommes ont colonisé le monde. Donc c'est assez vaste. Et comme on a 15 minutes, j'ai choisi en fait quelques études pour vous parler de la sortie d'Afrique. Donc on va partir vraiment il y a des milliers d'années en arrière.
Et je vais vous parler aussi un petit peu de comment est-ce qu'on est arrivé en Australie, parce que l'Australie, c'est un endroit incroyable, avec des gens incroyables aussi, et qui est très importante pour l'histoire de l'humanité. Et en chemin, on va s'interroger un peu à ce qui s'est passé en Eurasie. Qu'est-ce qui s'est passé alors que les humains, justement, sortaient d'Afrique? Mais avant ça, je me suis donné comme défi, j'ai passé un petit peu de temps, j'espère pouvoir vous expliquer et pouvoir vous faire comprendre, si j'arrive ça correctement, vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour répondre à ces questions. Donc voilà, parce que les réponses sont incroyables, mais les outils aussi. Donc traditionnellement, on utilisait l'archéologie et la paléanthropologie pour essayer de comprendre par où les hommes sont passés, comment est-ce qu'ils ont colonisé les différentes régions du monde, comment est-ce qu'ils se sont même peut-être adaptés à ces différentes régions. Et moi, je travaille avec mon groupe de recherche sur l'ADN. Et l'ADN, on travaille sur la génétique des populations plus particulièrement. Donc, quelles sont les données qu'on utilise pour essayer de caractériser ces migrations humaines? C'est de l'ADN, comme je vous disais. Et puis l'ADN, vous en avez partout. Donc, le corps humain est fait de milliards de petites briques comme ça, de cellules, qui contiennent un très long mot, en fait, de l'ADN, qui sont après comme ça empaquetés en chromosomes. Vous avez probablement entendu parler des chromosomes. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les organismes vivants ont cette molécule. Toutes les cellules de chaque organisme vivant contiennent de l'ADN. Ce qui est aussi incroyable, c'est que, comme je vous disais, c'est un très long mot, l'ACGT. On a 3 milliards de lettres, on a vraiment beaucoup de données, et ça nous permet de remonter très loin dans le temps, en fait. Et comment est-ce qu'on remonte dans le temps? Je vais essayer de vous donner un exemple, j'espère, qui vous parlera. Mais voilà que, en fait, vous transmettez, quand vous avez des enfants, vous transmettez votre ADN à vos enfants, qui eux-mêmes le transmettent à leurs enfants, etc., etc. Et de temps en temps, par hasard, on a un changement, une mutation qui apparaît aléatoirement dans cette séquence d'ADN. Et ce changement est transmis, en fait, des parents aux enfants, à leurs propres enfants, etc. Alors ça, c'est une espèce d'arbre généalogique qui, en fait, englobe toute l'humanité. Mais voilà qu'on ne peut pas observer qu'est-ce qui se passe à chaque génération. On observe seulement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en fait, on peut séquencer, on peut déchiffrer l'ADN des hommes modernes. Et en fait, pour l'instant, ça va bientôt venir, et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que vous serez aussi probablement concernés. Pour l'instant, on n'a pas séquencé tous les êtres humains, on a seulement certains échantillons. Et on a découvert quelque chose d'incroyable, je dirais, avec ce séquençage. On a réussi à déchiffrer l'ADN d'individus de partout dans le monde, et on a vu en fait, donc dans ce cas-là, du Thousand Genome Project, donc vous voyez qu'il y a déjà des milliers de génomes qui sont disponibles publiquement. On a comparé cet ADN, et on a regardé le nombre de différences. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on était à 99,9% identiques. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a tous de l'ADN. Le chou-fleur a de l'ADN, les humains ont de l'ADN, les primates ont de l'ADN. Mais on a quand même un ADN qui nous rend humains, si vous voulez. On a un génome humain. On n'a pas le génome du chou-fleur. Et alors qu'on est essentiellement identiques, on n'a pas tous la même tête non plus. Et c'est justement ces différences qui, d'une part, nous permettent de nous différencier, et c'est cette richesse, cette diversité qui nous permet aussi de remonter dans le temps et d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors de ces migrations humaines. Donc j'aimerais rester quelques secondes sur cette diapo-là, parce que, à nouveau, elle montre quelque chose d'intéressant. Donc ce qu'on a vu avec ces génomes du monde entier, donc là, on va prendre des génomes d'Asie, des génomes d'Europe et d'Afrique, et on va les comparer entre eux. Et on va compter le nombre de différences. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que certes, on est 99,9% identiques, mais ce mot est tellement long qu'on a en fait plus de 2 millions de différences entre nous. Et si on compare un génome asiatique ici avec un génome européen, on voit qu'on a un tout petit peu plus de 2 millions de différences pour chaque paire. Par contre, si on compare un génome asiatique d'un génome africain, par exemple, on voit qu'on a plus de différences. Comme je vous disais tout à l'heure, on a cette accumulation de mutations dans le temps, et ça nous permet en fait de reconstruire un arbre généalogique des populations.
Donc ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que cette observation du nombre de différences entre les différentes populations, elle nous dit essentiellement que plus on a pour essayer d'expliquer ces données, le fait qu'il y a plus de différences entre les Asiatiques et les Européens qu'entre les Eurasiens et les Africains, on peut expliquer ces données avec un arbre comme ça, où essentiellement plus on a de différences génétiques, plus les populations se sont séparées tôt. Donc vous pouvez voir ça aussi sur cet arbre, en l'occurrence, vous voyez que vous avez une branche plus longue entre un Européen et un Africain, ce qui permet d'accumuler plus de mutations. On a plus de différences génétiques. Et comment est-ce qu'on va de ce genre de représentation d'arbres des populations à en fait comprendre les migrations à travers le monde? Mais il faut un petit peu d'imagination, parce que pour l'instant, en tout cas les méthodes qu'on utilise dans mon labo, on n'utilise pas la géographie, mais avec un petit peu d'imagination, on voit que dans ce cas-là, vous avez une divergence entre les Africains et les ancêtres des Eurasiens, qui s'est fait d'abord, puis une divergence entre les Européens et les Asiatiques. Et c'est grâce à ces données génétiques, à cet ADN, et surtout à ces différences et cette diversité, qu'on peut inférer cette histoire du peuplement. Donc voilà, maintenant comme je vous disais, ce que j'aimerais faire, c'est partir il y a des milliers d'années pour un voyage à l'origine de l'humanité. L'origine de l'humanité, maintenant, où est-ce qu'on la place? Je dirais qu'on la place tout d'abord, comme je vous disais, on l'a située dans l'espace ou dans le monde grâce à des données fossiles. Donc l'Afrique a vraiment une richesse incroyable au niveau des données fossiles, et on y trouve des fossiles très très anciens. Donc je vous ai mis ici quelques fossiles sur la carte qui datent de centaines de milliers d'années. Et ces fossiles, c'est des fossiles qu'on classifie comme des hommes anatomiquement modernes, des Homo sapiens. Donc en fait, si vous voulez, c'est quand on commence à voir des formes d'homo, des formes d'humanité qui nous ressemblent beaucoup. Il y a des centaines de milliers d'années en Afrique d'abord. Et on s'accorde avec les paléanthropologues pour placer l'origine de l'humanité en Afrique. Et là, je vous ai mis ce que je voulais aussi... tout à l'heure, je vous disais que traditionnellement, on utilisait la paléanthropologie, mais en fait, la génétique des populations vient complémenter, illuminer, réécrire certains chapitres de l'histoire de l'humanité, mais elle se base toujours sur la paléanthropologie, qui n'est pas du tout une science du passé. Par exemple, récemment, les chercheurs ont découvert un fossile qui était 100 000 ans plus ancien au Maroc, qu'on attribue aussi à l'Homo sapiens, et qui bien sûr complique l'histoire. Quoi qu'il en soit, on a des fossiles très anciens en Afrique, c'est ce qu'on observe. Et puis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, on est partout dans le monde, et par où est-ce qu'on est passé finalement, à partir de l'Afrique, pour coloniser ce monde? À nouveau, on va partir d'une théorie basée sur les fossiles. Il se trouve qu'on a des fossiles très anciens, et c'est assez étonnant, en Australie. On trouve des fossiles et ici des restes archéologiques qui sont très anciens, qui datent de 60 000 ans. Et en fait, ils sont même plus anciens que les restes fossiles qu'on trouve en Europe. Ce qui a en fait amené les paléanthropologues, en tout cas certains paléanthropologues, à se demander, ok, comment est-ce qu'on est sorti d'Afrique? Est-ce qu'on est sorti en une vague ou est-ce qu'on est sorti en plusieurs vagues? Et de fait, quand je vous parle de 2 vagues, on imagine un scénario comme celui-ci. On a d'abord une vague relativement rapide qui va jusqu'à l'Australie. Pourquoi l'Australie? On ne sait pas. Souvent en science, on ne sait pas vraiment dire pourquoi. On essaie juste d'expliquer ce qu'on observe. Donc on ira en Australie d'abord, et puis on aura une deuxième vague qui colonise à ce moment-là toute l'Eurasie. Ou alors, un scénario un peu plus simple, avec une seule vague, on a une sortie d'Afrique et on colonise le monde entier, y compris les Amériques, dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui par manque de temps. Donc on va essayer maintenant de distinguer ces 2 modèles. Il se trouve que quand on essaye de considérer qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Afrique, il faut aussi prendre en compte qu'il y avait, est-ce que l'homme Homo sapiens, est-ce que l'homme anatomiquement moderne, au moment où il sort d'Afrique, est-ce qu'il est finalement seul? Est-ce qu'il y a seulement des Homo sapiens? Et vous avez probablement entendu parler de ces hommes archaïques qu'on appelle les Néandertals, qui en fait eux-mêmes étaient sortis d'Afrique beaucoup plus tôt. Donc ces Homo néandertalis étaient sortis d'Afrique, et en fait ces hommes archaïques, si vous voulez, sont très bien caractérisés au niveau des données fossiles. Ils sont très bien caractérisés parce qu'on en a trouvé beaucoup,
et on a trouvé beaucoup en Eurasie, et ils ont des caractéristiques morphologiques très distinctes. On dit qu'ils étaient comme ça un peu plus robustes, ils étaient plus grands, ils avaient des grandes boîtes crâniennes, et puis ils avaient ces sourcils très marqués. Ça a permis aux paléanthropologues d'en distinguer beaucoup et de les identifier. Et pendant très longtemps, en paléanthropologie, il y avait un consensus qu'ils étaient tellement différents qu'il n'y avait aucune possibilité qu'au moment où les Homo sapiens sont arrivés et les ont rencontrés, il se soit passé quoi que ce soit. Ces deux populations étaient restées isolées, c'était sûr. Donc là, je vous parle de centaines d'années d'études. Et puis, donc la question qu'on s'est posée, c'est évident, quand on va sortir d'Afrique, pour pouvoir comprendre le peuplement du monde, il faudra quand même probablement réinterroger cette même question. Et là, je vais vous parler de ma propre expérience finalement, qui est celle de la génétique. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé mon master, justement, et à la fin de mon master, plutôt juste après mon master, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des données d'ADN ancien. Donc l'ADN ancien, c'est simplement de l'ADN qui est extrait de fossiles, par exemple, de choses qui sont très anciennes, comme l'Homo néanderthalis. Et comment ça marche? Comme de l'ADN moderne, c'est vraiment la même chose. Donc moi, je travaille en biologie computationnelle, je passe ma journée en général dans un bureau avec un ordinateur. Donc là, je fais un peu ma maline, j'ai été dans un musée, collecter un échantillon, et puis j'ai contaminé l'échantillon au passage. Donc voilà, de temps en temps, on peut quand même sortir du bureau, c'est cool. Et puis du coup, ça marche vraiment de la même façon, il s'agit juste d'extraire de l'ADN. On extrait un bout d'os, en fait, dans ce cas-là, des dents, par exemple. On réduit ça en petits morceaux, on extrait de l'ADN, et après, ça ressemble, comme on disait tout à l'heure, à ça. Et là, vous aurez probablement reconnu, j'ai choisi pour vous une séquence de mammouth, comme vous le voyez. Donc, comme je vous disais, j'ai eu la chance de travailler sur ces données. Et c'était en 2008, c'était vraiment la fin de mon master, mon début de thèse. Et c'était un problème relativement facile. À l'époque, les technologies étaient vraiment avancées. Ces pionniers d'ADN ancien, Svante Pääbo, avaient réussi à séquencer une longue séquence d'ADN de 16 000 lettres. Il s'agissait juste de reconstruire cet arbre généalogique dont je vous ai parlé tout à l'heure. La réponse était relativement simple. On avait ces 16 000 lettres. Et c'est ce qu'on a observé. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que le Néandertal était un cousin relativement distant de tous ces Homo sapiens, qui sont en fait des hommes du monde entier. On a ici des Africains, on a des Chinois, on a des Australiens, et on a un cousin encore plus distant, le chimpanzé. Donc là, en général, je dirais que la plupart du temps, les scientifiques sont contents, on retrouve exactement ce qu'on voulait, on n'a rien appris, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on est sûr que ces données étaient de qualité. On n'avait pas d'évidence de métissage, c'était en 2008. Et puis 2 ans plus tard, moi j'étais en pleine thèse, une deuxième étude, ou plutôt une nouvelle avancée technologique qui permet de séquencer cette fois pas juste 16 000 lettres, mais le génome complet de ce Néandertal, parce qu'il y a quand même un peu plus de difficultés avec cet ADN ancien pour réussir à le déchiffrer. Il est de moins bonne qualité. Et avec ces 3000 lettres, on fait essentiellement la même chose. On s'interroge sur la relation entre les Néandertals et les populations qui habitent à travers le monde aujourd'hui, des populations modernes. Et on utilise une statistique qui est vraiment pas très compliquée. On se demande simplement, on parcourt le génome comme ça, ACGT à travers le génome, et on compare l'ADN du Néandertal, de l'ADN d'un Africain et d'un deuxième Africain. Et on compte le nombre de fois où l'ADN du Néandertal est le même que l'ADN de l'Africain 1 et l'Africain 2. Et là, on retrouve essentiellement le même nombre. Donc on a environ ici, vous voyez, 100 000 lettres, c'est la même chose. Et on fait la même chose, mais on change les populations. On se dit, si Néandertal est vraiment un cousin éloigné, il aura la même relation à toutes les populations humaines. Donc on s'attend à avoir la même longueur de branche, le même nombre de différences. Et voilà que tout à coup, quand on compare ce Néandertal à des populations de nouveau africaines et à des individus européens, on voit que le Néandertal est en fait plus proche des Européens. Donc voilà que juste 2 ans plus tard, on retourne complètement à notre réponse, si vous voulez. Alors, il n'y avait rien de faux dans la réponse originale, c'était ce qu'on a trouvé et ça s'est confirmé, on n'a pas eu besoin de refaire les analyses. C'est juste qu'on a eu la chance tout à coup de passer de 16 000 lettres à 3 milliards de lettres. Et puis finalement, on peut se poser la question si on avait la bonne approche au problème.
C'est-à-dire que moi, j'étais convaincue qu'évidemment, il n'y avait pas... Et on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'années avec tous ces collaborateurs, en l'occurrence, à se convaincre qu'il y avait du métissage. Mais on était parti d'une hypothèse de l'idée qu'évidemment, il n'y avait pas de métissage, on était trop différents. Et que ça devait impliquer une isolation génétique. Et puis, de toute façon, ils étaient certainement un peu bruts, un peu idiots, ces Néandertals. Et est-ce qu'on aurait vraiment voulu, même après une soirée bien arrosée? Donc, évidemment que non. Évidemment que non, mais c'est vrai que rétrospectivement, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je ne m'attendais pas à un résultat qui impliquait un métissage? Quand vous regardez par exemple d'autres animaux, comme ici, vous avez des crânes de 2 chiens, qui sont morphologiquement finalement pas très semblables, et qui quand même peuvent avoir des enfants, qui sont même fertiles. Donc voilà, en quelques années, on a complètement changé, si vous voulez, notre idée. On avait cette idée qu'on avait des homo sapiens, des homo néandertalis, etc., qui étaient très très distincts, qui certes sortaient d'Afrique, mais qui restaient isolés. Et là, on change complètement l'histoire de l'humanité. Enfin, complètement. On réécrit quelques phrases d'un chapitre. Mais quoi qu'il en soit, fondamentalement, ça change beaucoup comme on perçoit l'évolution humaine. Et non seulement ça, mais avec l'ADN ancien, on peut séquencer, on peut déchiffrer l'ADN de génomes ou de gens qu'on ne connaît même pas au niveau fossile. On ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Vous avez probablement entendu parler des Homo denisova, des Denisoviens, donc de fragments, des ossements qu'on retrouve cette fois en Sibérie. Donc on peut déchiffrer l'ADN et qu'on connaît vraiment que par leur ADN. Et là, j'avoue que, comme c'est encore plus récent, moi je trouve ça encore plus incroyable, parce qu'on retrouve cet ADN et on trouve des fragments de cet ADN dans certaines populations humaines qui sont cette fois pas en Sibérie, mais en Australie, encore plus loin. Donc ça soulève presque plus de réponses que de questions, mais je vous parlais tout à l'heure de l'Australie. Alors là, on est sorti d'Afrique, et puis il y a eu ces événements de métissage avec certes peu d'individus, et puis maintenant, je me disais, mais on aimerait arriver relativement tôt en Australie. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement utilisé les mêmes modèles, on a combiné de l'ADN moderne et de l'ADN ancien, on les a comparés, on a comparé le nombre de différences entre eux, mais on a aussi inclus dans les analyses ces ADN d'hommes archaïques, donc les Denisova et les Néandertals. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le modèle qui était consistant avec les données, c'était un modèle où on n'avait pas besoin en fait d'avoir plusieurs vagues de sortie d'Afrique. De fait, on avait des divergences entre les Africains ici et les Eurasiens à environ 57 000 ans, et entre les Africains et les Australiens à 58 000 ans. Et de fait, dans ces inférences, ces Denisovans ne sont pas pour rien. Si vous ne prenez pas en compte ces petits bouts d'ADN qui sont maintenant chez les Australiens, qui sont très très distincts, parce qu'on parle maintenant d'un homme archaïque qui est sorti lui-même d'Afrique il y a très longtemps, qui a eu le temps d'accumuler beaucoup de mutations. Si on ne prend pas en compte le Denisovan, on n'arrivera pas à la même conclusion. Donc d'une certaine façon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mis à part remercier mes collègues, parce que pour arriver à faire ce genre d'études, donc comme je vous disais, c'est plusieurs études, il faut beaucoup de monde, et puis des collègues incroyables, bien sûr. Je voulais aussi remercier mon groupe de recherche, et puis ceux qui ont aussi bien voulu, comme vous disait Liliane, c'était très intéressant toutes ces études, mais c'était en particulier génial de pouvoir rencontrer toutes ces rencontres avec ces populations indigènes, y compris les Australiens aborigènes, donc je voulais aussi les remercier. Puis j'espère que d'une certaine façon, je vous ai un petit peu convaincu qu'on peut faire plein de trucs cool. Et puis aussi que c'est pas fini en fait. C'est pas fini parce que finalement, ça fait que quelques années. Et puis vous avez probablement entendu parler de mâchoires Denisova qu'on a retrouvées en Asie. On va certainement retrouver plus d'archaïques. Et en plus, on arrive à inférer des métissages avec des hommes archaïques qu'on n'a même jamais trouvés, dont on n'a jamais séquencé le génome. Et puis je voulais finir en fait avec juste cette slide pour vous féliciter. Pour vous féliciter d'avoir fini vos masters, et puis j'espère que je vous êtes toutes bons. Et ce que j'espère pour vous, surtout, c'est de trouver un travail, si ce n'est pas le premier, peut-être ce sera le deuxième ou le troisième, qui vous passionne vraiment, parce que vous avez tout l'avenir devant vous, et tout bon.